Alors, l'hypoxie, bien, juste sans faire de littérature ou de grammaire, mais vous reconnaissez l'hypo qui est le même que l'hypoglycémie que j'espère vous ne ressentez pas encore, ou l'hypothermie si le chauffage n'est pas au point. Donc, vous voyez, c'est tout ce qui est situation de manque, hypothermie, hypoglycémie. Et ici, on est en hypoxie d'oxygène. Voilà, donc on est en condition où on a un manque. C'est là que c'est ce dont on va parler, la quantité du manque, l'amplitude du manque, mais un manque d'oxygène. Et lorsque l'on parle de manque d'oxygène, de conditions dans lesquelles on peut manquer d'oxygène, ben, une des choses qui vient facilement dans la tête, c'est l'altitude, la haute altitude. Donc ici par exemple vous avez le Mont Blanc, la voie normale du Mont Blanc, et on considère que lorsque l'on est au Mont Blanc, on dispose dans l'air que l'on respire à chaque inspiration, la quantité d'oxygène nominale à chaque inspiration au Mont Blanc est à peu près de 2 fois moins importante que celle que l'on a lorsque l'on respire l'air du bord de la mer. Donc, vous voyez, c'est assez significatif, moitié moins d'oxygène disponible lorsque l'on est en haut du Mont Blanc, qui est 4800 mètres, et lorsque l'on monte plus haut, c'est encore plus important. Cette intensité, cette sévérité d'hypoxie. Alors, comme l'a rappelé rapidement Monsieur Menu d'un point de vue physique, je dirais, ce qui cause l'hypoxie d'altitude, c'est la pression barométrique qui diminue, qui est à peu près, donc, vous voyez, de 760 mm de mercure, donc c'est l'unité classique de la pression. Ici à Paris, par exemple, eh bien, au fur et à mesure que l'on s'élève en altitude, la pression atmosphérique diminue. Et du coup, en parallèle, relativement en parallèle, diminue aussi la pression disponible en oxygène. Voilà. Donc c'est comme ça, vous voyez que ici à Paris, on a à peu près 160 mm de mercure disponible d'oxygène, de pression dite partielle, et puis au fur et à mesure que l'on monte en altitude, on diminue fortement cette pression, donc à peu près de moitié lorsque l'on est en haut du Mont Blanc, et puis vous voyez, lorsque l'on est à l'Everest, au point culminant sur notre planète, on n'a plus que moins d'un tiers de pression d'oxygène disponible. Donc typiquement, c'est ce phénomène-là de moindre disponibilité de pression de l'oxygène qui crée cette fameuse hypoxie. Mais il y a certes l'altitude qui induit l'hypoxie, mais il y a également la pathologie. Donc, on discutait tout à l'heure du fait que l'hypoxie est quelque chose de très connu dans le domaine médical, et très connu en particulier pour ses effets délétères. Les médecins, et en particulier dans les urgences ou les pneumologues, luttent contre l'hypoxie, c'est-à-dire luttent contre le fait que certains patients manquent d'oxygène. Donc c'est l'hypoxie dans le cadre pathologique, dans les différents contextes pathologiques. Donc pour prendre des choses que vous connaissez bien, le problème de l'accident vasculaire cérébral, c'est que vous avez un ou des vaisseaux qui n'alimentent plus suffisamment une zone de votre cerveau, et du coup vous allez avoir une zone de votre cerveau qui va être privée d'oxygène, et une zone du cerveau qui est trop longtemps, trop fortement privée d'oxygène, elle va tomber fortement malade, ou elle va arrêter de fonctionner, elle va nécroser. Donc vous allez être victime d'un accident vasculaire cérébral parce qu'une zone de votre cerveau est privée d'oxygène. C'est la même chose pour l'infarctus. Vous allez avoir certains vaisseaux qui alimentent normalement le cœur en oxygène. Si vous avez un de ces vaisseaux qui s'occlue, par exemple, vous allez avoir une zone de votre cœur, de votre myocarde, c'est-à-dire le muscle qui constitue le cœur, qui va être privé d'oxygène, et si ça dure trop longtemps et si c'est trop intense, ce manque d'oxygène, vous allez faire un véritable infarctus qui va éventuellement pouvoir empêcher votre cœur de continuer à fonctionner. D'où le fait que donc, les médecins luttent globalement contre cette hypoxie. Il y a d'autres conditions qui peuvent faire que de façon globale ou de façon locale, donc dans une zone du cerveau ou dans l'ensemble de votre organisme, si vous avez une pathologie respiratoire, vous pouvez manquer d'oxygène. Donc par exemple, pour les pathologies respiratoires, si vous avez des poumons malades, donc on parlait tout à l'heure des gros fumeurs, la maladie du fumeur, c'est ce qu'on appelle la BPCO, ou c'est un nom un peu barbare, mais c'est la bronchopneumopathie chronique obstructive. C'est un nom barbare, mais par contre c'est très fréquent. C'est sur le point d'être la 3e cause de mortalité dans le monde. C'est une maladie des poumons, donc encore une fois liée essentiellement à la fumée de cigarette, qui fait que le poumon, dont le rôle est de faire rentrer de l'oxygène dans l'organisme, de l'air ambiant au sang, dysfonctionne, se bouche, entre guillemets, du
fait des dépôts associés à la cigarette. Et lorsque le poumon ne joue plus son rôle, l'oxygène ne rentre plus suffisamment dans l'organisme, et l'organisme devient hypoxique, il manque d'oxygène. Vous voyez, quand on voit tout ça, on se dit, l'hypoxie, tant qu'on peut s'en passer, c'est une bonne chose. Et c'est de fait le réflexe classique dans le cadre médical. Si on revient à l'altitude, lorsque l'on essaie de caractériser le niveau d'hypoxie, vous voyez par exemple entre le niveau de la mer, 3000 mètres d'altitude, 4500 mètres d'altitude, on regarde en fait la quantité d'oxygène qu'il y a dans le sang. Et pour regarder ceci, on mesure soit une pression d'oxygène dans le sang, soit on regarde l'hémoglobine et les globules rouges. Donc un mot, vous savez, ce qui transporte l'oxygène dans votre sang, ce sont les globules rouges, et en particulier l'hémoglobine. Dans l'état où vous êtes ce soir, ici en plaine et en état de santé suffisant, donc là, ici au niveau de la mer, vous avez à peu près l'ensemble de vos globules rouges qui sont chargés d'oxygène. Donc vous avez à peu près votre sang qui est oxygéné au maximum, quasiment à 100%, à 1 ou 2% près. Et vous voyez qu'au fur et à mesure que l'on va s'élever en altitude, ce niveau de portage par l'hémoglobine de l'oxygène va peu à peu diminuer. Il n'y aura plus que 85% de votre hémoglobine qui portera de l'oxygène, puis plus que 75% à 4500 mètres d'altitude. Donc c'est comme ça que peu à peu l'hypoxie s'exprime. Alors quelles sont les conséquences de l'hypoxie? De l'hypoxie d'altitude tout d'abord. Si vous êtes déjà monté en altitude et éventuellement en haute altitude, vous avez peut-être déjà ressenti les effets de l'hypoxie. Alors, lorsque l'on monte, vous voyez, on caractérise les niveaux d'altitude en termes de basse altitude, moyenne altitude, jusqu'à 2000 mètres d'altitude. Typiquement les stations de ski, etc. Au-dessus de 2000 mètres, on parle de haute altitude, et puis au-dessus de 5500 mètres, donc là ça devient des altitudes assez élevées, on parle de très haute altitude. Et on considère que jusqu'à 1000 mètres d'altitude, on n'a à peu près pas d'effet vraiment, merci bien, on n'a pas d'effet ressenti clair en dessous de 1000 mètres d'altitude. Par contre, encore une fois, si vous l'avez expérimenté, si vous êtes monté en altitude jusqu'à 2000 ou au-dessus de 2000 mètres, lorsqu'on fait un effort intense, on sent qu'on est essoufflé, on sent qu'on se fatigue plus vite que d'habitude, donc on ressent les effets de ce manque d'oxygène. Et puis lorsque l'on monte beaucoup plus haut, là, dès le repos, on sent que la respiration est stimulée, et puis on considère, vous voyez, qu'au-dessus de 5500 mètres d'altitude, probablement que la vie permanente est impossible, et c'est probablement pour cela qu'on ne trouve pas de village, y compris dans les hauts massifs plus haut que ces altitudes-là. Et on considère même que peut-être que l'Everest, par hasard, est une altitude globalement maximale à laquelle un homme peut accéder sans ajout d'oxygène extérieur. Donc voilà, des effets évidents. Pour détailler encore un peu plus ces effets, donc en fonction de l'altitude, ces effets de l'hypoxie d'altitude, on peut regarder la fonction du cerveau et on peut voir qu'on a des effets relativement marqués sur ce cerveau parce que dès les altitudes de 3000 mètres, lorsque l'on regarde des éléments psychomoteurs, alors c'est là aussi un autre gros mot, mais globalement des précisions de gestes ou des capacités de réflexion fines, lorsque l'on mesure ça précisément, on se rend compte qu'on a déjà certaines perturbations psychomotrices, au niveau de la vision également, et puis en montant encore plus haut, la mémoire est altérée, c'est-à-dire que lorsqu'on fait des exercices de rétention, de mots, etc., les performances sont moins bonnes. Et puis lorsque vous lisez par exemple des récits de grimpeurs en très haute altitude, ou lorsque éventuellement vous connaissez des gens qui montent à très haute altitude, est assez fréquent la description de phénomènes hallucinatoires, c'est-à-dire des grimpeurs qui, à très très haute altitude, vous voyez au-dessus de 7000 mètres d'altitude, ont des ressentis de présence à côté d'eux alors qu'ils sont tout seuls, ou de formes vivantes, etc. Donc tout ça pour dire que lorsque l'on monte, y compris tranquillement en montagne, on a un effet fort sur ce cerveau lorsqu'il est privé partiellement d'oxygène. Et puis une autre condition où le cerveau peut être, mais l'ensemble du corps, mais le cerveau en particulier peut être privé, mais là beaucoup plus vite d'oxygène, c'est si vous êtes dans un avion qui est pressurisé, bien sûr, c'est-à-dire que le niveau d'oxygène, si vous volez en allant dans votre vol transatlantique, si vous voulez à 8000 mètres d'altitude, heureusement vous ne respirez pas l'air, la quantité d'oxygène disponible à 8000 mètres, sinon ça serait assez difficile comme vol. La cabine est pressurisée, on reproduit la pression dans l'avion, et globalement on est, pour information, entre 1500 et 2500 mètres d'altitude dans un avion. Dans l'avion, alors que l'avion est beaucoup plus haut. D'accord ? Donc on est légèrement en hypoxie, mais si, imaginez que, et c'est déjà arrivé,
que la pressurisation de l'avion dysfonctionne et que tout d'un coup, d'un seul, vous vous retrouvez à l'altitude réelle de l'avion, et que vous vous retrouvez, alors c'est vrai pour des, heureusement c'est assez rare, mais pour des avions, des avions de chasse, etc., dont la pressurisation, en fait il n'y a pas de pressurisation, mais dont l'apport d'oxygène est un peu plus sensible, ça peut arriver, et dans ces cas-là, on a des effets encore plus importants, c'est-à-dire que si d'un coup d'un seul, vous volez à 5000 ou 6000 mètres d'altitude et d'un coup vous êtes exposé à l'altitude réelle dans votre avion, vous risquez des malaises, des vertiges. Et si vous volez à 8 ou 10 000 mètres d'altitude et que d'un coup la cabine se dépressurise et que vous êtes exposé à ce niveau d'altitude-là, vous risquez vraiment une perte de conscience. Encore une fois, pour insister sur le fait que le cerveau est sensible à ce manque d'oxygène. Donc là, on est toujours dans l'hypoxie, vous voyez, qui ne donne pas forcément envie, je dirais. Voilà. Là où l'hypoxie ne donne pas forcément envie non plus, c'est lorsque l'on regarde ces fameux patients dont on parlait tout à l'heure, qui ont une pathologie qui font qu'ils manquent d'oxygène. Donc par exemple les malades respiratoires, on en parlait tout à l'heure, quelqu'un qui a cette fameuse BPCO, monter les escaliers représente un effort quasi maximal. Donc monter les escaliers est une véritable épreuve parce que l'organisme manque d'oxygène. Et puis, ce genre de patients, en fait, c'est ceux que vous retrouvez avec ce système-là, c'est-à-dire, ils finissent par devoir se mouvoir avec une petite bouteille d'oxygène, et puis un petit tuyau qui leur rend disponible de l'oxygène au niveau du nez ou de la bouche, pour arriver tout simplement à marcher, parce que sinon, il manquerait trop d'oxygène, donc on les supplémente en oxygène. Mais, donc tout ça dit sur l'hypoxie, heureusement ça ne se termine pas là, sinon Simalti aurait du souci à se faire. Cela dit, sur l'hypoxie, on a, malgré toutes ces conséquences délétères, relativement bien connues, on a d'autres arguments qui nous ont fait et nous font nous intéresser à l'hypoxie, plus pour ses effets potentiellement intéressants ou positifs. Un des éléments, si vous discutez dimanche à table avec votre famille ou au café du commerce, qui peut-être va pouvoir éveiller l'intérêt des gens sur l'aspect positif de l'hypoxie, c'est ce qu'en font les sportifs, ce que font les sportifs en altitude. C'est que le stage de réoxygénation de l'équipe de France de foot à Tignes, ça on se dit, ça c'est l'altitude qui va permettre aux footballeurs d'être si bons, et probablement c'est pour ça que les rugbyman n'ont pas dû aller à Tignes, et ça va mal passer. Ça doit être d'ailleurs la raison. Alors l'entraînement en altitude du sport, voilà, c'est ça. Ou alors peut-être ça va pas marcher. Ils sont pas allés à Simalti, bon alors ça va être ça. Alors l'entraînement à l'altitude du sportif, c'est ancien, c'est lié à différents phénomènes. Il y a eu des Jeux Olympiques qui ont été clés par rapport à ça. C'est les Jeux Olympiques de Mexico qui étaient en altitude, autour de 2000 mètres d'altitude. Et donc s'est posé la question de comment se préparer pour être bon aux Jeux Olympiques de Mexico. Quel était éventuellement du coup, si on s'entraînait en altitude avant les Jeux Olympiques de Mexico, est-ce que on s'améliorait plus que d'habitude parce qu'on s'entraînait en altitude, etc. En France, il y a un endroit en fait qui a été développé, Font-Romeu dans les Pyrénées, qui a été développé à une altitude proche de Mexico pour préparer les Jeux Olympiques de Mexico, donc en 68. Et qui est maintenant un centre d'entraînement en altitude. C'est comme cela que c'est présenté. Donc il y a régulièrement des sportifs du monde entier qui viennent réaliser des stages d'entraînement en altitude. Et puis il y a d'autres lieux, du moment que l'on a un moyen d'accès à la haute altitude, qui sont utilisés par les sportifs pour soit réaliser des stages tout entiers en altitude, et donc dormir, s'entraîner en altitude, soit des sportifs qui profitent d'un téléphérique pour aller s'entraîner en altitude, puis redescendre, etc. Donc il y a une utilisation de l'altitude par le milieu sportif qui est fréquent, qui est discuté, il y a différentes manières de l'utiliser, mais en tout cas c'est quelque chose de fréquent. Par contre, vous voyez que c'est relativement lourd, c'est-à-dire que s'il faut aller à Font-Romeu pour s'entraîner, ça devient un peu plus complexe. Il faut être au pied des montagnes pour réaliser un entraînement à l'altitude, quid de tous les autres sportifs qui sont ailleurs en France. Donc il y a d'autres techniques qui ont été réfléchies. Donc spontanément, ce qui serait bien, ce serait de pouvoir mettre de l'air de la montagne dans des bouteilles et puis de le respirer à travers un masque. Et puis comme ça, on pourrait s'entraîner en altitude. C'est ce que M. Menu a fait. Il a mis l'air de l'Everest dans son altitrainer. Et
Et donc il est possible de réaliser, donc c'est le fameux Altitrainer, une version précédente, mais c'est le fameux Altitrainer dont M. Menu a parlé, qui est un appareil qui délivre de l'air avec moins d'oxygène et qui peut reproduire des altitudes variées et quasi à volonté. Et donc on peut, que ce soit au repos ou à l'exercice, comme ici, être exposé à un air qui reproduit la haute altitude en termes de quantité d'oxygène. Donc voilà, c'est une pratique assez fréquente chez les sportifs maintenant que à certaines séances ou à certains moments de la journée, d'être exposé comme ça à l'hypoxie. Il y a d'autres formules également. Ici, on est dans le Jura. Alors, Prémanon, c'est une ville du Jura qui a certes en altitude, mais à basse altitude, à moins de 1000 mètres d'altitude. Et dans ce centre d'entraînement, là, il y a carrément tout un étage, une série de chambres où il y a des chambres où de l'oxygène est extrait. Et donc, lorsque l'on est dans la chambre, lorsque les athlètes dorment dans ces chambres, ils sont en altitude simulée, là aussi, pour dormir, là pour le coup. Voilà. Donc tout ça pour dire que dans le domaine du sport, le fait que l'hypoxie puisse être intéressante pour améliorer son état de forme, son état de santé, est quelque chose d'assez bien reconnu, qui est utilisé dans tout un tas de disciplines, dans différents cadres. Vous voyez déjà entre ceux qui dorment en altitude, ceux qui vont faire des séances à altitude, ceux qui résident en altitude, ceux qui font juste de l'altitude simulée, etc. Il y a différentes formules, mais globalement, c'est un des aspects qui nous laisse penser que, enfin plus que nous laisser penser, qui nous démontre que l'hypoxie peut avoir un intérêt pour améliorer, pour eux c'est la performance, plus que l'état de santé, pour eux c'est réellement la performance. Alors, sans rentrer dans les détails, hein, pour un sportif, les effets attendus par un entraînement en altitude ou en hypoxie, donc, en altitude simulée, en hypoxie, c'est globalement l'augmentation de ces fameux transporteurs d'oxygène au niveau sanguin dont j'ai parlé tout à l'heure, les globules rouges. Probablement aussi que ce type d'entraînement améliore le fonctionnement et la présence des vaisseaux dans les muscles. Donc du coup, l'oxygène, les glucides, etc. sont plus disponibles au niveau musculaire après ce genre d'entraînement. Et puis globalement, on apprend l'organisme à mieux consommer l'oxygène, donc cet oxygène qui est nécessaire pour produire de l'énergie qui va servir à appuyer sur les pédales ou à courir. Et bien probablement qu'avec ce type d'entraînement-là, en hypoxie, on améliore les capacités de l'organisme à consommer de l'oxygène et à produire donc de l'énergie. Voilà pour les sportifs, on pourra en reparler, hein, mais donc au-delà de l'utilisation de l'hypoxie comme technique d'entraînement pour les sportifs, est apparu ensuite un certain nombre d'éléments qui suggèrent que l'hypoxie pourrait être utilisée plus largement, pas seulement pour les sportifs et leurs performances de haut niveau, mais plus globalement pour améliorer l'état de santé de tous, voire de ceux qui sont malades parmi nous, ou au moins d'un certain nombre d'entre eux. On parle alors, c'est un autre gros mot, mais de conditionnement hypoxique. Alors pourquoi conditionnement? On pourrait parler d'entraînement en hypoxie. Un entraînement, ça réfère un petit peu à un exercice physique, à un entraînement sportif. Là, on est plus à conditionner, c'est-à-dire mettre en condition l'organisme, à mettre en meilleure condition l'organisme, en particulier dans augmenter sa capacité à tolérer l'hypoxie, et du coup à le rendre globalement plus performant dans sa capacité à s'adapter à des situations de stress, dans le sens large, stress physiologique. Donc c'est comme ça qu'on parle de conditionnement hypoxique. Maintenant je vais vous raconter, en partant d'un peu plus en amont par rapport à l'homme, de ce que l'on fait. Je vais vous raconter ce que l'on fait et ce que l'on fait depuis une quinzaine d'années dans notre laboratoire, et typiquement qui nous a conduit à nous intéresser à ce dont on parle ce soir, le conditionnement hypoxique. Donc ça va nous amener à des choses un peu scientifiques et un peu plus biologiques, mais ça vous expliquera comment aussi on arrive à faire des découvertes, je dirais, scientifiques de façon parfois un petit peu non attendue, disons. Voilà. Dans notre laboratoire, l'historique, c'est que l'on s'intéresse justement aux maladies respiratoires et donc aux malades qui manquent d'oxygène. Donc c'est vraiment l'objectif initial de notre laboratoire, que de comprendre les effets du manque d'oxygène pour des malades respiratoires, donc deux grandes catégories, ces fameux BPCO, ou ceux qui ont de l'apnée du sommeil, les malades qui ont de l'apnée du sommeil. C'est donc des personnes qui arrêtent de respirer la nuit, pas toute la nuit heureusement, mais quelques secondes, et puis qui se remettent à respirer. Et de fait, quand on arrête de respirer, l'organisme est en partie privé d'oxygène. Et du coup, pour étudier, sans rentrer dans les détails, mais pour étudier ces pathologies-là, une manière de faire comme pour d'autres pathologies, c'est de prendre
de créer un modèle animal qui reproduit la pathologie. Et donc, dans notre laboratoire, on a comme ça des cages de rongeurs, des souris ou des rats, dans lesquels on réduit la quantité d'oxygène disponible. Alors la souris ou le rat n'est pas malade en tant que tel, par contre, comme on réduit la quantité d'oxygène disponible dans sa boîte, on essaie de la réduire dans la même proportion que le malade respiratoire est lui aussi privé d'oxygène du fait de sa pathologie pulmonaire. Donc on essaie de reproduire comme ça, en tout cas c'était l'objectif, d'essayer de reproduire le stress hypoxique, donc l'hypoxie délétère, présente dans certaines pathologies. Et dans ce cadre-là, on a eu à essayer du coup différents niveaux d'hypoxie, plus ou moins sévères, différents rythmes d'hypoxie, etc., jusqu'à reproduire la pathologie en question et dans ses conséquences cardiovasculaires, etc. Et donc, sans trop rentrer dans les détails, on a en fait à l'époque, donc c'était il y a une dizaine d'années, exposé différents groupes d'animaux, les rats ici, à différents patterns, différents protocoles d'hypoxie, plus ou moins sévères. Donc ça veut dire fraction inspirée en oxygène. Donc normalement vous avez 21% d'oxygène, là, tout de suite, on a tous 21% d'oxygène dans l'air ambiant, et là on réduit à 5%. Donc c'est vrai que c'est sévère, de l'hypoxie sévère, intermittente, un peu moins sévère. Vous voyez, un autre groupe de rats, qui eux avaient de l'hypoxie en continu, sans rentrer dans les détails, et un autre groupe de rats, eux qui étaient les groupes contrôle, eux ils respiraient de l'air normal en fait, avec 21% d'oxygène. Pendant 4 heures, et tous ces rats, le lendemain, à J+1, ont testé leur résistance, là aussi sans rentrer dans les détails. On avait un modèle d'infarctus, c'est-à-dire que l'idée c'était de voir si, au niveau cardiaque, si le fait d'être exposé à une hypoxie intermittente, qui reproduisait en fait l'apnée du sommeil, faisait que, comme les malades qui ont l'apnée du sommeil, on a une plus grande sensibilité à un infarctus, à une pathologie cardiaque. Donc l'idée c'était de voir si, de fait, on reproduisait avec ça, chez nos rats, le fait d'être plus sensible à une maladie cardiaque. Et sans trop rentrer dans les détails, mais vous voyez, on mesurait, donc on créait cet infarctus et on regardait sa taille, à quel point la quantité de cœur qui était touché par cet infarctus que l'on induisait. Et donc on cherchait, par rapport au contrôle ici, là, il y a des animaux qui avaient été en air ambiant, on cherchait à voir quand est-ce que l'on arrivait à accentuer l'effet de cet infarctus, c'est-à-dire à montrer que oui, de fait, on reproduit une maladie respiratoire qui a un impact sur le cœur, c'est-à-dire qui crée une sensibilité plus importante du cœur à l'infarctus. Et là, de fait, on avait, dans ce premier groupe, on voyait que nos rats qui avaient subi ça, une espèce de nuit d'apnée du sommeil, eh bien, eux, ils avaient un plus gros infarctus, donc de fait, on reproduisait le cadre respiratoire de l'apnée du sommeil. Mais par contre, ce à quoi on ne s'attendait pas du tout, c'était ce point-là. On voyait que des animaux qu'on avait mis en hypoxie un peu moins sévère, parce qu'on cherchait la dose d'hypoxie, on n'était pas sûr de la dose d'hypoxie, donc on avait mis 2 doses d'hypoxie. On s'est dit, il y en a bien un des deux qui va fonctionner, peut-être qu'il y en a un des deux qui va être comme de la normoxie, mais il y en a peut-être un des deux qui va fonctionner dans le sens accentuer la sensibilité cardiaque à l'infarctus. Donc on avait un groupe très bien, c'est ce à quoi on s'attendait. Mais la surprise que l'on a eue, c'est ce point-là. Il y avait un groupe d'animaux qu'on avait mis en hypoxie, et lorsque l'on les mettait en hypoxie, alors eux, non seulement ils n'avaient pas un infarctus plus sévère, mais même ils devenaient résistants au niveau cardiaque à un infarctus. C'est-à-dire que on avait mis des animaux quelques heures en hypoxie la veille, et lorsqu'on induisait un infarctus le lendemain, chez eux, ils étaient résistants à cet infarctus. Donc c'est comme ça que l'on a été une des premières équipes à montrer qu'on pouvait conditionner le cœur, c'est-à-dire préparer le cœur à être plus résistant à un accident qu'il pouvait avoir, ici par exemple un infarctus. Et il y a une autre équipe, il y a maintenant 5 ans, qui a montré un résultat similaire au niveau du cerveau, avec un modèle d'AVC. Même chose, c'était des rats ici qui sont exposés quelques heures en hypoxie, et le lendemain, on leur induit un AVC, donc un accident vasculaire cérébral, et vous allez voir sur les images, vous allez vite comprendre. Ça, c'est l'image d'un cerveau d'un rat qui a un AVC, donc toute la zone blanche, là, c'est la zone qui a été privée d'oxygène du fait de l'AVC et qui maintenant est nécrosée en fait, et n'est plus fonctionnelle. Ça, c'était les animaux contrôle qu'on n'avait pas mis en hypoxie la veille. Et ça, c'est le résultat d'un AVC chez un animal qui a eu une exposition hypoxique au préalable. Et elle, vous voyez que le conditionnement à hypoxie a quasiment permis 100% de protection, c'est-à-dire une récupération quasi complète suite à l'AVC. Donc ça, c'est des résultats en fait qui sont
plus que tout ce que l'on peut attendre avec n'importe quel médicament disponible actuellement, c'est-à-dire une capacité de l'organisme, une stimulation de l'organisme qui fait que par lui-même, il est capable à récupérer d'une agression aussi forte que celle d'un AVC. Là aussi, si j'arrête ma présentation ici, tout ce que l'on pourra vous conseiller, c'est que si vous savez que demain, vous avez un AVC prévu, aujourd'hui, il faut aller voir Simalti. Mais le problème, c'est que... Voilà. Le problème, c'est la prévision de l'AVC, en fait. Le problème, c'est la prévision de l'AVC. Et donc ça, de fait, d'un point de vue de l'application concrète, il y avait quelques applications concrètes. Par exemple, lorsque l'on a une opération cardiaque, où l'on craint que la chirurgie cardiaque risque de mettre le cœur dans un état difficile, il est fait encore une exposition hypoxique la veille de l'opération pour rendre le cœur plus apte à résister au stress de l'opération. Donc il y a quelques conditions où c'est déjà des résultats intéressants, mais malgré tout, l'AVC, l'infarctus est peu prévisible, et du coup, on ne sait pas quand est-ce qu'il faut aller voir Simalti. Alors, il y a d'autres résultats qui vont nous éclairer, c'est que, alors, accessoirement, c'est vrai que ce qui est important ici, c'est que si vous faites une séance d'hypoxie, l'AVC, il a lieu le lendemain, c'est parfait, vous êtes protégé. Par contre, si l'AVC, il a lieu 3 jours ou 4 jours après votre séance d'hypoxie, la zone de protection a disparu et il faut vite aller revoir Simalti. Du coup, on va être tout le temps en train de pratiquer. Donc la question, c'est comment créer des conditions pour que ce phénomène de protection il perdure, en fait, il reste contre l'AVC, mais aussi par rapport à tous les effets bénéfiques potentiels de l'hypoxie. Donc ça, c'était une étude, encore une fois, chez la souris, hein, on va revenir bientôt chez les hommes, mais pour ces modèles d'AVC et d'infarctus, vous comprenez que c'est pratique d'être chez l'animal. Donc ici, c'est un groupe de souris, enfin 2 groupes de souris qui ont suivi probablement quelque chose assez proche de ce que vous pourriez vous faire conseiller à Simalti, c'est-à-dire pendant 2 semaines, un certain nombre de séances, plus ou moins longues, plus ou moins dosées au niveau hypoxie, mais de temps en temps, une séance d'hypoxie pendant 2 semaines. Enfin, de temps en temps, c'était programmé, mais quelques séances d'hypoxie pendant 2 semaines. Et ensuite, de nouveau, on leur a induit, et donc vous allez trouver qu'on est un petit peu cruel avec ces souris et ces rats, mais malgré tout, c'est comme ça qu'avance une partie de la recherche. On induisait de nouveau un AVC chez ces souris pendant 8 semaines. Alors, selon les groupes, premier groupe, on induisait l'AVC au bout de quelques jours, puis un deuxième groupe au bout de quelques semaines, etc., jusqu'à 8 semaines, en ayant arrêté l'entraînement en hypoxie. D'accord? Donc, 15 jours d'exposition en hypoxie, puis après, on regarde combien de temps durent les effets que l'on a vus en fait précédemment. Et lorsque l'on regarde, allez-y si vous voulez. Donc ici on a de nouveau la taille de l'infarctus et maintenant vous comprenez, je pense que cette taille de l'infarctus, il diminue immédiatement après la phase de conditionnement hypoxique, on devient résistant à l'infarctus, enfin l'infarctus à l'AVC. Mais surtout ce qui est intéressant, c'est jusqu'à 8 semaines après la fin de la phase d'exposition en hypoxie, les souris restaient protégées de façon très forte, hein, vous voyez, des moitié moins de dégâts suite à leur AVC, jusqu'à 8 semaines après les 2 semaines passées de façon régulière en hypoxie. Donc ça, du coup, c'est des résultats qui sont très très intéressants. Ça veut dire que le corps, en quelque sorte, peut garder une mémoire de ce à quoi il a été exposé. Il a été exposé pendant plusieurs séances à un stress, en quelque sorte, hypoxique. On a imposé un certain nombre d'adaptations à l'organisme en réponse à ce manque d'oxygène pendant votre séance. Et il développe un certain nombre de mécanismes, dont on pourra parler si vous voulez, mais qui ensuite perdurent, qui sont des mécanismes de protection, de capacité d'adaptation, de régénération, qui perdurent ensuite dans le temps, comme c'est montré ici, contre l'AVC. Mais ensuite, on a eu d'autres résultats qui ont pu montrer que ce n'est pas qu'une question de protection contre l'AVC ou l'infarctus, mais c'est aussi une amélioration de la fonction des vaisseaux, de la fonction cardiaque, du métabolisme. C'est globalement un impact sur l'état de santé cardiovasculaire et métabolique. Et c'est comme ça que certains collègues, chercheurs, ont essayé de représenter. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails de cette fourmilière, mais surtout ce qui est intéressant, c'est ça, tout simplement. C'est-à-dire que lorsque l'on considère l'hypoxie maintenant, de plus en plus, on reconnaît cette double personnalité de l'hypoxie, ou cette double phase de l'hypoxie. Une phase dont on sait, et ce n'est pas remis en cause, qu'elle est dangereuse, c'est-à-dire si vous avez un accident cardiaque ou autre, s'il y a toute une zone du cœur qui est privée pendant longtemps d'oxygène, ça ne va pas être terrible.
mais aussi toute une phase de l'oxygène, de l'hypoxie, dont on sait qu'elle induit des mécanismes, toute une série de mécanismes de protection qui apparaissent particulièrement bénéfiques pour la santé, en tout cas sur la base des données chez l'animal que je vous ai montré. La façon dont on a représenté ceci récemment dans notre équipe est imagée, disons, de façon différente. Lorsque l'on regarde les niveaux d'hypoxie, donc maintenant vous avez compris que plus on monte en altitude, plus on est en hypoxie, plus le manque d'oxygène est prononcé. Lorsque l'on monte du niveau de la mer à la haute altitude, on a différents mécanismes. D'abord, lorsque l'altitude est très élevée, des mécanismes délétères, hein, on a parlé tout à l'heure des hallucinations, même si ça peut être agréable, mais quand même c'est pas bon signe, des hallucinations des alpinistes à haute altitude ou des malades respiratoires qui souffrent du manque d'oxygène. Donc on a vraiment, lorsqu'on est à très haute altitude ou lorsque l'on fait un AVC, lorsque l'on a un infarctus du cœur, lorsque l'on a une insuffisance respiratoire, on a un manque d'oxygène qui est trop important, qui dépasse les capacités d'adaptation de l'organisme et qui a des conséquences délétères. Lorsque l'on est en altitude modérée, lorsque vous allez monter cet hiver dans le Vercors ou en Savoie, 2000 mètres d'altitude, ça ne va pas vous faire de mal, mais ça ne va pas énormément vous faire de bien d'un point de vue de l'hypoxie, c'est-à-dire que le niveau d'hypoxie est trop modéré en fait à 2000 mètres pour induire vraiment des vraies adaptations de l'organisme. Mais ce que j'ai essayé de vous montrer sur la base des résultats animaux, c'est qu'il y a une zone, une quantité d'hypoxie, que ce soit dans le niveau de l'hypoxie ou le nombre de fois auquel on est exposé à l'hypoxie dans la semaine par exemple, une zone qui non seulement n'est pas délétère, mais même induit des effets protecteurs, réparateurs. On est là dans la zone du conditionnement hypoxique. Vous voyez, entre la plaine, l'altitude modérée où on n'a pas d'adaptation physiologique particulière, ni délétère, ni bénéfique. La zone de l'hypoxie où là on manque vraiment trop d'oxygène, et là c'est une zone délétère, l'apnée du sommeil également. On a cette zone intermédiaire où, lorsque la montée en hypoxie est suffisante, pas trop importante mais suffisante quand même, où le temps d'hypoxie par semaine est adapté, on a là des adaptations positives, un gain pour la santé cardiovasculaire métabolique. Donc ça c'est le concept. Maintenant reste quand même à le démontrer chez l'homme. Oui. Ça correspond à quelles altitudes? Voilà, c'est toutes les questions. Quelle altitude, là on en est, combien de fois il faut monter, descendre, combien de temps il faut rester en altitude et redescendre. C'est toutes ces questions-là, ça c'est vraiment le concept, c'est pas un concept qui repose sur rien du tout, hein, vous avez vu les résultats chez le rongeur juste avant. Mais alors chez le rongeur, on a quelques idées. Je vous ai montré tout à l'heure les niveaux d'hypoxie qui sont agressifs pour les animaux, ou d'autres niveaux d'hypoxie qui induisent des effets protecteurs. Le problème, c'est que le niveau d'hypoxie qu'il faut pour la souris est pas le même que celui qu'il faut pour nous, sans parler des effets de l'âge, etc. Donc du coup, chez l'homme, la question que vous posez est globalement ouverte. On a des pistes, il y a des pratiques, mais c'est une des questions auxquelles on s'intéresse dans le cadre du projet de recherche que je vais vous parler tout à l'heure. dont je vais vous parler tout à l'heure. Alors, quid chez l'homme? Il y a tout de même un certain nombre d'essais qui ont été faits, d'études pilotes, de premières pratiques. Alors, il y a aussi une expérience intéressante, une expérience de plusieurs années dans les pays de l'ex-Union soviétique où, en fait, étaient utilisés, en particulier à l'époque, un certain nombre de modes opératoires, vous voyez, où les malades dans les cliniques étaient exposés à cette fameuse hypoxie. Alors, ils conseillaient ça. Alors, c'est une pratique qui a assez peu diffusé, que ce soit d'un point de vue clinique ou scientifique, parce qu'à l'époque, il y avait peu de choses qui diffusaient tout court de ces pays-là. Et puis, les quelques retours écrits qui ont été faits, l'ont été faits en russe, avec peu de diffusion en anglais ou autre. Et du coup, on a relativement peu d'informations, mais on sait, y compris d'un point de vue technologique, vous voyez, qu'il y avait de nombreux patients dans les cliniques de réhabilitation, etc., qui étaient exposés à des mélanges gazeux avec moins d'oxygène, et que les médecins avaient une pratique très positive de leur point de vue. Alors vous voyez, la problématique technologique, hein, on comprend tout de suite que lorsqu'il s'agit de simuler l'hypoxie d'altitude, on peut imaginer différentes solutions, mais c'est quand même pas tout à fait anodin. Donc on a cette expérience-là, qui en est une première, puis quelques études
scientifiques disponibles, des études relativement modestes sur lesquelles pas mal de questions restent encore en suspens. Mais ici, une étude américaine chez des sujets sains, des hommes en fait, il n'y avait que des hommes dans cette étude, vous voyez, une cinquantaine d'années. Je ne sais pas si vous connaissez l'indice de masse corporelle, mais c'est ce qui permet de voir votre poids, votre composition corporelle. Ici, on avait des gens qui étaient en surpoids, et donc cette étude a cherché à voir l'effet du programme que vous pourriez quasiment suivre à Simalti, une quarantaine de minutes en altitude simulée, donc vous allez voir la manière dont c'est simulé, entre 0 et 6 000 mètres d'altitude, 3 sessions par semaine, pendant 10 semaines. Alors ici, l'appareil utilisé était un prototype assez original. C'est une espèce de cabine dans laquelle on diminue la pression atmosphérique pour induire en fait une hypobarique, c'est-à-dire sans entrer dans les détails, en diminuant la pression atmosphérique dans la cabine, donc comme en altitude. Et le niveau d'hypoxie, c'était votre question, vous voyez, était en fait assez flou, à vrai dire, et puis surtout, on ne comprend pas bien dans cette étude pourquoi le niveau d'hypoxie varie de cette manière-là. En tout cas, vous voyez, on faisait varier l'altitude de 0 mètre à quasiment 6 000 mètres d'altitude, voilà, pendant donc les 40 minutes. Et ce qui était montré dans cette étude, chez les patients en surpoids, donc qui commencent à avoir des anomalies du métabolisme du glucose, des anomalies au niveau de l'insuline, qu'on appelle le prédiabète, associé souvent au surpoids ou à l'obésité. Eh bien, cette étude a montré qu'après ces 10 semaines de prise en charge, la glycémie à jeun était améliorée. La tolérance au glucose, c'est une manière de voir si la capacité de l'organisme à supporter le glucose, à métaboliser correctement le glucose est bonne, mais cette capacité était améliorée. Par contre, il n'y avait pas de modification de la composition corporelle, du poids de ces sujets. Mais des résultats donc, qui commençaient, donc c'est tout récent, vous voyez, qui commencent à suggérer que certaines doses d'hypoxie chez certaines personnes, ici en surpoids, pourraient améliorer leur état de santé. Et puis certaines études, en particulier du coup en lien avec les pays de l'ex-Union soviétique, ont testé ce type de traitement, puisque maintenant là chez le patient il s'agit d'un traitement, chez les patients ici qui ont une hypertension artérielle, dite de stade 1, c'est-à-dire que ce n'étaient pas des gens qui avaient une très forte hypertension, mais que c'était déjà une hypertension. Et puis ces patients-là ont réalisé 20 sessions, alors eux c'était consécutives, tous les jours, et puis pendant donc une trentaine de minutes, ils étaient en hypoxie, pas continue, alors c'est là qu'on voit qu'il y a différentes écoles, entre guillemets. On les mettait 3 minutes en hypoxie, puis 3 minutes en normoxie, puis 3 minutes en hypoxie, donc on leur faisait faire des hauts et des bas, comme ça, pendant une 30 ou 40 minutes, 20 jours d'affilée. Et ici, vous allez voir, c'est un petit peu en anglais, mais vous allez reconnaître des valeurs que vous connaissez bien. Ici, c'est la pression artérielle systolique, donc, et ça, c'est la pression artérielle diastolique. Si vous êtes là, si vous regardez les deux lignes du haut, là, votre médecin va vous dire votre tension artérielle, elle est à 12,8. Vous connaissez ces chiffres, hein, le 12,8, donc en fait, on enlève la dernière décimale, enfin le dernier chiffre. Si vous avez de l'hypertension comme ces patients-là, le médecin va vous dire vous avez 15,10. 15,10 au repos, on va vous dire il y a un petit problème d'hypertension, donc c'était le cas de ces patients-là. Sauf que ces patients-là qui avaient 15,10, après 20 sessions d'hypoxie, de conditionnement hypoxique tous les jours pendant 20 jours, et bien lorsqu'ils sont revenus, ils n'avaient plus que 13,8. Donc ils avaient une tension artérielle quasi normale, avec le seul fait de cette application de 40 minutes d'hypoxie tous les jours pendant 20 jours. Donc ça, là aussi, c'est un effet que l'on obtient avec de vraies drogues, de vrais médicaments. Sauf que là, on arrive à avoir cette correction de l'hypertension artérielle sans recours aux médicaments, ce qui, du point de vue des médecins en particulier, pourra être tout à fait intéressant et des patients également. Et ça dure combien de temps cet effet ? Alors, voilà, c'est une question importante. Donc, une mesure supplémentaire, c'est qu'on connaît un petit peu des marqueurs au niveau ici urinaire de la bonne fonction des vaisseaux. Et donc, on voyait que ce marqueur-là, qui s'appelle le monoxyde d'azote, il était diminué chez les patients hypertendus par rapport aux sujets sains. Donc, il y avait un marqueur, avant l'entraînement, il y avait un marqueur de fait de dysfonction des vaisseaux au niveau urinaire. Et lorsqu'on les a revus après les 20 sessions, eh bien, on a vu que ce marqueur, il était corrigé, donc probablement la raison pour laquelle la tension artérielle était également améliorée. Ce qui était intéressant, c'est que 3 mois après ces 20 jours,
eh bien, ces patients gardaient une tension artérielle et donc ce marqueur amélioré. Donc il y avait une rétention du gain jusqu'à 3 mois après la phase d'exposition, ce qui là aussi est, c'est un article scientifique, il a été expertisé, donc je ne peux qu'y croire, mais à brûle pour point comme ça, c'est vraiment impressionnant que l'organisme puisse garder comme ça mémoire et garder des phénomènes protecteurs aussi longtemps, alors même que l'entraînement lui-même ou le conditionnement hypoxique est terminé. Oui. C'est la même intensité ou l'intensité diminue au bout des 3 mois? Enfin, le pourcentage, on va dire, par exemple. Alors, j'ai plus exactement. En tout cas, ça restait significatif. Ça veut dire qu'ils avaient toujours réellement une tension artérielle diminuée. Vous voulez dire si ça revient, si c'est de retour au progressif, c'est ça, si malgré tout. Voilà. Je ne sais plus exactement, mais en tout cas, le gain était toujours significatif. Alors, ce qu'on appelle significatif en recherche, c'est-à-dire qu'il y a une vraie différence statistique entre leur état avant et leur état 3 mois après. Donc ça, c'est des résultats qui sont très très marquants dans le domaine médical, avec des patients hypertendus. Donc vous voyez, c'est de la pathologie cardiovasculaire, chez qui on a plutôt en tête l'hypoxie délétère, le risque de l'hypoxie. Et bien ici, on voit qu'en fait, si on les met à des doses d'hypoxie adaptées, et c'est là toute votre question, ou la question de monsieur qui est parti, qui est clé, c'est-à-dire de savoir quelle dose d'hypoxie il faut pour induire ces mécanismes protecteurs et cette rectification du 15-10 au 13-8. Voilà. Donc, vous voyez une ou deux études, quelques études disponibles, mais beaucoup de questions, et vous en avez déjà soulevé, beaucoup de questions en suspens sur qu'est-ce que c'est que ce conditionnement hypoxique, comment l'induire, comment l'utiliser, que ce soit pour la protection, la prévention des pathologies cardiovasculaires, pour l'amélioration de la performance, pour l'amélioration du bien-être, ou éventuellement comment l'utiliser carrément chez les personnes qui ont déjà une pathologie. Alors, pas mal de questions en suspens qui nous animent un peu tous ici, spécialistes du conditionnement hypoxique, d'une manière ou d'une autre. Une des questions, c'est quelles personnes sont susceptibles de bénéficier de cette prise en charge, hommes, femmes, jeunes, vieux, plus ou moins malades, plus ou moins sportifs, tout le monde, voilà, qui est capable de répondre positivement à ce type de prise en charge. Une autre question, c'est quelle est la méthode la plus efficace? Vous avez vu là, entre les sportifs et puis les quelques études que je vous ai montrées, le niveau d'hypoxie, quel est le niveau d'hypoxie qu'il faut induire, pas trop sévère, pas trop peu sévère, sinon il n'y aura pas d'effet, pas trop sévère, sinon ça va être agressif. Est-ce qu'il faut le faire au repos, le jour, la nuit, en vélo ou au repos? Est-ce qu'il faut le faire en continu ou de façon intermittente? Donc, quelle méthode utiliser? Accessoirement, lorsque l'on décide que l'hypoxie est une bonne chose, quelle technologie on utilise? C'est-à-dire, comment on va exposer une personne, un malade, un sportif à de l'hypoxie? Donc, vous avez eu une solution là, proposée par la société SMTech qui est utilisée actuellement, de rajouter de l'azote à l'air ambiant. Mais en tout cas, comment rendre ça accessible au plus grand nombre? Et puis, quels effets peut-on attendre de ce conditionnement hypoxique? Quels effets pour quelle personne? Est-ce que le sportif, on va améliorer sa performance? Est-ce que la personne âgée, on va reculer le risque de développer Alzheimer, etc., etc. Donc, pas mal de questions en suspens qui animent, donc, je vous disais, la réflexion sur le terrain, je dirais, de Simalti, de Frédéric Gazeau à Genève, et puis nous qui nous anime aussi d'un point de vue scientifique dans notre laboratoire en particulier, et qui nous a amené donc à mettre en place un projet de recherche. Alors un certain nombre d'entre vous y ont même contribué financièrement, et je vous en remercie. Un projet de recherche donc sur l'impact de ce conditionnement hypoxique. Vous allez voir dans une population particulière, les personnes en surpoids ou obèses. Alors, ce projet de recherche, il réunit des partenaires, donc notre laboratoire à Grenoble, notre unité INSERM qui fait partie de l'Université de Grenoble, le CHU de Grenoble, puisqu'on réalise en fait un véritable essai thérapeutique de la même manière qu'on testerait un nouveau médicament. Donc ceci se fait dans un cadre médical, dans le cadre d'un CHU, avec des autorisations éthiques, des validations quasi médicamenteuses, enfin, des validations par des instances qui normalement valident des médicaments. Là, elles ont donné l'autorisation pour un essai thérapeutique de l'utilisation de l'hypoxie comme d'un véritable traitement. Donc, pour dire que cela pouvait se faire en fait que dans le cadre d'un CHU. Et puis des soutiens financiers d'une fondation qui s'appelle Agir pour les maladies chroniques,
également de Simalti, Personal Trainer Genève, la société SMTech qui est un partenaire bien sûr clé puisque la technologie donc, est produite actuellement par cette société. L'objectif de ce projet de recherche, donc en 2 phrases, l'objectif principal c'est d'évaluer l'effet d'un programme de conditionnement hypoxique chez la personne en surpoids ou obèse, c'est donc les personnes dont je vous parlais. Ceci pour améliorer leur état de santé, en particulier cardiovasculaire et métabolique, c'est-à-dire tout ce qui est tension artérielle, tout ce qui est métabolisme du glucose, tout ce qui est cholestérol, etc. Tous des éléments dont on sait qu'ils sont altérés lorsqu'il y a du surpoids ou de l'obésité. Alors un protocole de recherche, c'est toute une organisation, donc là l'objectif de ce protocole c'est de tester au moins 45 volontaires, donc c'est des personnes qui correspondent à un certain nombre de critères et qui sont volontaires pour participer à cette étude. Donc bien sûr ils sont plutôt grenoblois puisque l'étude a lieu à Grenoble, entre 18 et 25 ans, donc vous voyez l'IMC. Alors il y a un élément clé, c'est qu'il faut qu'ils n'aient pas d'apnée du sommeil ou d'autres pathologies chroniques, parce que sinon on ne va pas savoir qu'est-ce qui fait quoi, est-ce que c'est notre intervention, est-ce que c'est la maladie qui est présente, qui induit tel ou tel phénomène. Donc on doit contrôler un certain nombre d'éléments clés sur leur état de santé pour standardiser les choses, c'est le principe de la recherche, pour savoir exactement qu'est-ce que l'on fait, quel est l'effet que l'on mesure. Et puis ensuite ces sujets ont toute une batterie d'évaluation qui se déroule en fait sur 3 demi-journées en total, donc il faut quand même aussi un engagement temporel important pour ces volontaires, 3 demi-journées dans notre laboratoire et au CHU, pour réaliser un test d'IRM, d'imagerie par résonance magnétique pour mesurer la composition corporelle en détail, le statut métabolique, prise de sang, lipides circulants, etc. Mesurer la fonction des vaisseaux avec des tests assez innovants qu'on organise, mesurer la tolérance à l'effort physique, on fait des tests à l'effort sur bicyclette, voilà, différents éléments. Lorsque toutes ces évaluations initiales, lorsque l'état de santé en fait, de ces volontaires est caractérisé, on les tire au sort, et puis ils peuvent se trouver dans 3 groupes. Un groupe qui va réaliser 3 séances de conditionnement hypoxique par semaine pendant 8 semaines en hypoxie, donc 3 fois 1 heure d'hypoxie par semaine pendant 8 semaines. Un second groupe qui va réaliser également 3 séances d'hypoxie par semaine d'1 heure pendant 8 semaines, mais les 2 groupes ne suivent pas des méthodes différentes, c'est-à-dire que le niveau, la variation de l'hypoxie ou le niveau d'hypoxie est différent dans les 2 groupes, donc pour tester 2 méthodes différentes. Vous en avez vu tout à l'heure, vous avez vu selon les études, selon les pratiques, il y a des différents types d'exposition hypoxique. Donc là, on compare en fait deux caractéristiques qui correspondent à 2 grandes familles de prise en charge. Et puis, élément clé en fait dans le cadre d'un essai thérapeutique, d'un test d'un médicament, c'est d'avoir un groupe dit placebo, c'est-à-dire des patients des sujets qui sont tirés au sort dans ce groupe-là, qui viennent 3 fois par semaine au laboratoire, qui s'installent dans le même fauteuil avec le même masque, avec les mêmes personnes. Sauf que ces personnes-là, elles respirent en fait de l'air ambiant. Voilà, de l'air ambiant. Et ça, c'est bien sûr pour une validation scientifique essentielle, de façon à voir si c'est le sourire de ma collègue qui fait qu'au bout de 8 semaines, on se sent beaucoup mieux, ou est-ce que c'est le confort du fauteuil, ou est-ce que c'est réellement ce qu'il y a dans l'air qui est aspiré. Et puis après ces 8 semaines, on répète toutes les évaluations qui ont été faites initialement, l'IRM, etc., etc. Et puis également, 4 mois après la fin de ces 8 semaines, on revoit à nouveau les sujets volontaires pour les retester, pour répondre à une question que vous avez posée tout à l'heure, qui est de savoir comment persistent, comment sont maintenus dans le temps les effets éventuels, les améliorations éventuelles que l'on voit juste après la prise en charge, juste après le conditionnement hypoxique. Voilà, donc c'est ce qui est en cours en fait comme étude. Donc comme je vous disais, ne serait-ce que pour mettre en place une étude comme ça en France, dans un cadre médical et scientifique, il y a tout un tas d'aspects administratifs, éthiques, d'autorisation à avoir, pour faire accepter la méthode, non pas pour dire qu'elle est acceptée comme traitement, mais pour dire qu'elle est acceptée pour être testée chez l'homme. Donc c'est bien sûr une chose importante que cette organisation en France de respect d'un certain nombre de normes éthiques avant de tester un médicament. Donc on est passé par là. On a eu toutes les autorisations, ce qui est malgré tout une reconnaissance en soi, puisque ça permet que les instances de vérification de sécurité de la recherche disent d'accord, ce type de traitement-là, il y a suffisamment d'éléments pour penser qu'on peut le tester dans un cadre officiel sans risquer d'effets délétères, sans risque objectif.
Et donc tout ça maintenant est en cours. Donc les différents tests, les différentes sessions, les différentes mesures que l'on fait au niveau du cerveau, des muscles, dans l'IRM, tout ça est en cours actuellement à Grenoble et va durer encore pas mal de mois avant que bien sûr on puisse pouler tous les résultats, lever l'aveugle, c'est-à-dire que nous les résultats sont accumulés sans qu'on sache qui était dans quel groupe, pour qu'il n'y ait pas non plus d'effet des personnes qui analysent les résultats. Donc tous les résultats devront être analysés, puis ensuite on lève ce qu'on appelle l'aveugle pour savoir qui était finalement dans quel groupe. Les sujets volontaires eux-mêmes ne savent pas dans quel groupe ils sont, mais les personnes qui analysent les données ne savent pas non plus si c'est quelqu'un qui était en hypoxie ou pas. Voilà, tout ça est en cours et je vais terminer là-dessus. Vous remercier des collaborateurs qui sont justement en train de réaliser tous ces tests, toutes ces séances d'hypoxie. Et vous remercie pour votre écoute et je vais répondre à vos questions. Donc, pardon, pour moi c'est un peu plus compliqué. J'ai une maladie